toutes et à tous. Nous revoilà avec Marie Imbeau, ma kiné préférée, ma kiné périnéologue préférée. Vous nous avez déjà entendu la semaine dernière pour cette première proposition de live C'est pas cool quand ça coule, où Marie vous a présenté les dysfonctions qui peuvent arriver dans le périnée et qui occasionnent des fuites urinaires. Voilà. Et aujourd'hui, Marie a un autre programme dans une continuité de la semaine dernière. Donc Marie, c'est peut-être, je ne sais pas si tu veux te présenter quand même, ça c'est bien pour ceux qui vont te découvrir en C'est quelques ça. mots. En quelques mots vite fait, kinésithérapeute depuis 16 ans, qui est passionnée par la périnéologie, qui s'occupe des femmes, des hommes et des enfants dans les troubles de la continence qui sont, je pense, du domaine de la santé publique et qui concernent absolument tout le monde à au moins un moment de sa vie ou qui connaît au moins quelqu'un qui est concerné. Donc voilà, plein de formations et plein de choses à dire. Donc il faut essayer de réduire un petit peu. On a parlé un peu, présenté la séance la semaine dernière, comment ça se déroulait en séance de kiné pour avoir moins peur parce qu'apparemment ça peut un petit peu impressionner. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus anatomie et pour comprendre un petit peu les phénomènes qui amènent des troubles de la continence. On va parler un petit peu de PCR, je vous balance le mot comme ça. Donc, comme je disais à Karine, j'ai oublié Janine, mon petit bassin en 3D, donc je vais faire autrement aujourd'hui. Pour vous présenter un petit peu le périnée, parce que le périnée, c'est un ensemble de plein de muscles, c'est pas juste un muscle, c'est plein de petits muscles qui ont tous une petite fonction qu'on va pas détailler énormément, mais on va juste séparer le périnée en deux plans pour faire simple. Le plan profond, donc, qui est le plus en haut pour vous, et le plan superficiel qui est le plus à l'extérieur, donc le plus proche du slip. En commençant par le plan superficiel, donc celui qui est vraiment qu'on peut limite visualiser. Alors, je ne me vois pas, il faut que je regarde ce que je... Voilà. Donc là, vous avez le bassin d'une femme. Vous avez les fesses. En dessous, c'est ce qu'on appelle une position gynécologique. Donc là, les fesses sont posées sur la table. Vous avez au-dessus le ventre et vous avez donc les cuisses qui sont écartées. Vous avez ici l'anus, vous avez le vagin, l'urètre et le gland du clitoris au-dessus. On précise toujours le gland du clitoris parce que le clitoris, on en parlera après, est énorme. Donc, là, en plan superficiel, c'est vraiment, vous avez les petits muscles qui sont là, qui forment un petit triangle, et les petits muscles qui resserrent un petit peu l'entrée du vagin ici. Et vous avez donc le sphincter anal qu'on voit très bien ici. En gros, les muscles superficiels sont réduits à ça. Pour faire simple, ces muscles-là, ils vont aller resserrer l'entrée du vagin. Là, ça va être le muscle de l'urgence pour retenir les selles quand vraiment on s'est trop retenu et qu'il faut vraiment être des toilettes. Et puis, c'est des muscles qui vont servir à aller décaloter le gland du clitoris pendant la phase d'excitation. Donc, ils sont un petit peu importants. Ça, je l'apprends, tu vois. Je ne savais pas que c'était ce muscle-là qui décalotait le gland, tu vois. Et ici, les bulbos spongieux qui vont aller donc resserrer les vagins et qui sont souvent un peu responsables des fois d'une béance vaginale. Donc, quand on écarte les jambes et que les petites lèvres sont déjà ouvertes, en fait. Donc, c'est une faiblesse de ces muscles-là qui se rééduquent pour le coup pas avec la sonde, parce que la sonde, ça va être un peu plus le travail des muscles profonds. Et beaucoup donc en manuel et puis en image aussi. Juste donc, petite question, là, Marie, qui me vient, c'est quoi le problème avec la béance vaginale? Le fait d'avoir les petites lèvres, avoir une vulve ouverte, en fait. Alors déjà, c'est un risque d'infection, risque de maladie, parce que c'est une protection, du coup, la fermeture. Ah oui. Et puis après, c'est surtout des pets de vagin, en fait. C'est quelque chose qui est plutôt gênant que problématique, vraiment en termes de pathologie. Donc c'est quand on va aller faire une position de yoga, par exemple, en écartant un peu les jambes, et puis il y a un peu d'air qui va rentrer, du coup, vu que
et puis après qui sort sans contrôle, quoi. Donc c'est Ça hyper arrive aussi gênant. quand on fait l'amour, tu sais, sous certaines positions où le pénis fait Oui, rentrer de l'air. Et puis, voilà. pour le coup, bah voilà, ça peut occasionner des gênes pour les femmes dans les rapports sexuels. Ça, je l'ai déjà entendu Ça, c'est maintes et maintes pas à fois. cause de la béance, du coup. Ça, D'accord. c'est l'air qui rentre en fonction des positions par le pénis. Donc ça, c'est autre chose. Mais la béance, voilà, c'est un petit peu ouvert et du coup, l'air rentre un peu plus facilement que juste dans des positions et pendant la relation sexuelle, en fait. Donc ça, voilà, ça faut prendre un peu conscience de cette partie-là, aller resserrer l'entrée du vagin. Et ça, c'est pas toujours Et tu fais évident. comment ça, Marie? Enfin, je te pose des questions parce que moi, ça m'intrigue en fait. Alors, on met les doigts à l'entrée du vagin, on les écarte, et on peut aller demander à la femme d'aller resserrer le bout des doigts. On fait en image, en termes de porte, par exemple, fermer les portes d'un ascenseur. Et après, en toucher vaginal, donc soit en écartant comme ça, soit en plaçant d'un côté et de l'autre les doigts pour aller faire ressentir à la patiente et voilà, recréer la sensibilité de cette partie-là qui a été étirée un petit peu après les accouchements, hein, les béances, hein, en règle générale. Hein. C'est comme ça Ouais, et c'est pour ça ça se que j'ai fait. entendu, tu sais, avec mon amie Amdouchem Morin, qui m'a appris en fait le point du mari, c'est-à-dire qu'après une épisio, tu avais les gynécos qui pouvaient resserrer l'entrée du vagin pour que ce soit plus confortable pour le frottement du pénis. J'ai trouvé ça affreux. Oui, oui, tout Je à ne savais fait. même pas que ça existait. C'est Anne qui me l'a appris. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce cas-là, toi, de voir donc, des vagins qui ont été Ah, bien recousus, si. bien serrés. Et voire même qui peuvent, même j'ai entendu ça, hein, créer du vaginisme parce qu'en fait c'est trop resserré et C'est ça crée de la douleur, hein, il y a une intensité à la pénétration en suivant. Mais bien sûr, alors ça, c'est donc le point du mari, oui, alors ça se fait normalement plus, hein, mais ça se voit encore, pas forcément volontairement. Par exemple, là, j'ai une patiente derrière moi qui avait ce point-là, et en fait, la sage-femme lui a dit, donc il a consulté après, lui a dit, c'est un petit peu trop resserré, mais c'était pas volontaire de la part de la personne qui l'avait recousu. Des fois, c'est pas toujours évident, mais oui, à l'époque, ça se faisait. Allez, on serre un point de plus pour votre mari, il se sente plus serré après votre accouchement parce que vous êtes toute lâche, il va pas aimer quoi. C'est hyper C'est affreux quand il culpabilisant et pense. c'est ouais, non, mais c'est affreux. Voilà, ça fait partie des violences obstétricales, ça. Hein. C'est assez. Ouais, ouais. Ouais, quand on pense à ça, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Ouais, Bah, ouais, ouais. donc, effectivement, bah, beaucoup de douleur par rapport à ça. Ouais, ouais. Mais ça, bon. Bah, autre sujet. Ensuite, hop. Là, c'est le plan profond. C'est-à-dire que là, c'est une vue. Ici, c'est comme si vous vous regardiez en fait de l'intérieur. Là, vous avez le pubis, donc on est devant. Et là, on est derrière. Là, c'est le sacrum que vous voyez. Donc, Hmm. en dessous, là, si vous regardez donc au travers, où il y a le sol en fait. Il y a vos jambes qui sont de part et d'autre et il y a le vide. Donc là, il y a l'anus qui est ici. Ouais, Là, il y a le vagin. Et là, ouais, il y a l'urètre là-haut. ouais. Ça va? Donc ça, c'est vraiment le dessous du bassin. Il est fermé voilà, par les muscles du plancher pelvien. Et entre le vagin et l'anus, on a ce qu'on appelle le noyau fibreux central. C'est vraiment le cœur du périnée. Visuellement, quand on sait pas trop si on sait contracter son périnée ou pas, on se met accroupi, on met un miroir entre ses jambes et donc le noyau, ce point-là entre l'anus et le vagin, quand vous allez contracter, va être aspiré vers l'intérieur en fait. Donc il y a une petite dépression qui se crée à cet endroit-là. Visuellement, ça se voit très bien quand on a une belle amplitude de contraction. Ça peut juste un petit peu bouger quand on n'a pas d'amplitude et puis si on a du mal à contracter, on ne sait pas trop, ça peut ne pas bouger. Donc ça, c'est voilà, c'est le cœur du périnée. Il y a toutes les fibres là qui s'entrecroisent ici. C'est très solide ici. Au niveau énergétique, c'est un point très important, hein. Ça le Ah, mais VC1 qui est là, puis tu as le Muladhara, le premier chakra qui passe là en fait. ça C'est le oui m'étonne à la pas. vie en fait. C'est la porte des ancêtres pour les Chinois. Non, mais je te le dis, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est là où sont logés tous les démons, tous les fantômes, tout le karma. Ah, mais ça m'étonne pas. C'est un point très important en rééducation. Il faut savoir que justement, tu parles d'épisiotomie. Donc en épisiotomie, on évite d'aller couper vers l'anus pour éviter un déchirement du sphincter anal. On coupe toujours en travers. Jamais on coupe tout droit. Donc, quand on est en position gynécologique, le gynécologue qui est en face de vous ne va pas couper ciseaux comme ça, il va couper en oblique.
Donc, très souvent, c'est côté droit qui est coupé parce que la plupart des gens sont droitiers. Donc, chez les femmes, c'est souvent côté droit qui est coupé en épisio. J'ai entendu dire aussi pour certaines femmes, si tu veux, quand l'épisio n'avait pas été demandé, elle avait été imposée donc par le gynéco, que ça pouvait être considéré comme une mutilation génitale. Tout à fait. Ouais. Et ça fait partie aussi des violences obstétricales au même titre que une sage-femme qui va aller appuyer sur l'abdomen pour faire sortir le bébé. Il y a énormément de violences obstétricales possibles. Hein, ne pas être à l'écoute de la douleur de la patiente, lui refuser la péridurale en lui disant vous comprenez, l'anesthésiste fait autre chose, il n'a pas le temps ou des choses comme ça. Il y a énormément de violences possibles en termes d'accouchement. Hein. Ça, c'est assez terrible. Donc, ce plan profond, c'est vraiment celui qui va être mobile, qui va aller soutenir les organes. Et c'est lui qui va aller amortir les pressions. Je rappelle que le rôle du périnée, c'est pas... et là, c'est pour ça qu'on va parler abdos aussi. Il y a des pressions dans la cage abdominale, donc qui est limitée en haut par le diaphragme, devant par les abdos, derrière par la colonne vertébrale et en bas par le périnée. Et on parle de plancher pelvien, c'est un terme que l'on n'utilise plus parce que plancher égale rigide, mais un périnée ne doit pas être rigide. S'il est rigide, c'est qu'il est en hypertonicité, donc il amortit pas bien les pressions. Donc moi, je donne un peu l'image du trampoline pour que les gens voient, on en avait parlé l'autre fois. Il y a juste une différence aussi, on croit que le périnée, c'est comme un Mac, là, c'est comme ça. Le périnée, c'est pas du tout comme ça. On croit ces images-là parce que c'est des analyses qui étaient faites sur des cadavres, en fait. Enfin, l'anatomie, on l'apprend sur les cadavres. Oui, donc... Mais en fait, le périnée, c'est des coupoles, c'est comme un diaphragme, en fait. Donc, c'est comme ça, avec là, entre mes doigts, les orifices. Et les pressions qui vont arriver au-dessus, ça va aller faire comme ça, en fait. C'est comme des ailes de coccinelle. C'est ça, c'est une coccinelle, c'est pas mal. Qui déploie ses ailes, hein, ses élytres en tout cas. Hein. Tu vois, les élytres, elles sont comme ça. Ouais, je vois. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment le diaphragme. On parle de diaphragme d'ailleurs pelvien maintenant. Et moi, j'appelle ça les voiles périnéales, moi. Ouais, bah chacun, en fonction de son domaine, a un terme pour ça. Mais voilà, c'est une coupole et ça amortit les pressions. Donc les pressions, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être quand on va aller tousser, quand on va aller éternuer, quand on va aller courir, quand on va faire du sport, porter des charges lourdes. Et il est important que le périnée puisse absorber les pressions, mais il est aussi important de pouvoir ne pas mettre trop de pression sur le périnée. Donc là, du coup, maintenant, on va parler abdos. Donc les abdos, je vais me lever pour faire comme avec mes patients. Je recule. On a le droit à les abdos, séance, vous avez... T'as dit quoi? On a le droit à la séance comme si on était au cabinet avec toi. Je ne sais pas faire autrement, en fait. Donc, les abdos, voilà, ils partent, ils s'accrochent sur la cage thoracique là en haut, au sternum ici. Là, vous avez les côtes ici. Et au pubis, je vais reculer un petit peu. Je vais me faire comme ça. Hop. Et au pubis ici. Donc, ils prennent tout cet espace-là, même un peu derrière. Vous avez les grands droits, c'est les tablettes de chocolat. Facile, ouais. Ceux-là, c'est ceux qu'on veut voir. Ceux-là, on les connaît. Vous avez les obliques, donc, qui sont hop, dans ce sens-là, oblique externe et oblique interne, et dans ce sens-là, qui vont aller marquer un petit peu la taille. Vous savez, chez les hommes, des fois un peu musclés, on voit un petit peu la trace des obliques ici. Et vous avez les transverses, c'est pas le transverse, il y en a deux, un de chaque côté à chaque fois, qui vont aller s'accrocher, alors pas directement sur les vertèbres, mais sur un fascia thoracolombaire derrière, mais qui fait le tour comme ça, chacun font le tour et se rejoignent ici. Et eux, ils sont hop, dans ce sens-là. Et c'est eux qui vont aller vraiment maintenir et aller dessiner la taille. Et en fait, ceux-là, en général, on ne les connaît pas trop. Les grands droits, on les connaît, on fait des crunchs, les obliques, hop, on se met par terre comme ça et on peut travailler les obliques. Et les transverses, personne n'en a jamais entendu parler. Et ceux-là, ils sont très importants parce que c'est tous ensemble, en fait, les abdos vont aller soutenir, maintenir les organes et aller pouvoir diriger les pressions. Donc, si on a une faiblesse au niveau des transverses, les pressions vont être beaucoup plus dirigées vers le bas et vers l'avant, donc sur le périnée, donc sur les organes, et les entraîner dehors. Donc, aggraver ou même créer des descentes d'organes. On va revenir un petit peu après sur ça. En fait, il n'est pas important de travailler que les transverses.
Il faut travailler tous ensemble. C'est toujours une synergie entre tous les muscles. Et en fait, les transverses font partie des muscles de la posture, au même titre que le périnée, c'est-à-dire que c'est eux qui vont aller se contracter quelques millièmes de secondes avant le geste pour aller stabiliser le squelette et le corps, en fait. Et donc, en fait, ce qu'on veut, c'est voilà, qu'il y ait une contraction du transverse qui soit juste avant pour qu'il y ait une stabilisation. Et après, le reste des abdos va se contracter aussi. L'idée, c'est pas de travailler que les abdos profonds, hein, c'est qu'ils travaillent tous ensemble. Donc ça, c'est super important à faire. Donc en général, on entend parler en termes d'abdos, on ne sait plus quoi faire parce qu'on entend parler un petit peu de tout. On entend parler des abdos de pilates, des abdos hypopressifs de Coffrier, des abdos de Gasquet. Donc ils ont tous des parties intéressantes. Après, c'est un petit peu, en fonction des cas, tout ne va pas être adapté à chaque patient. Donc pour aller travailler ces abdos, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va voir quelqu'un qui est spécialisé pour vous conseiller, en fait, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut savoir où en sont vos abdos, comment ils vont, qu'est-ce qui est bon pour eux, quel programme est bon à exécuter. Et il y a un truc dont on va parler aussi, c'est le diastasis abdominal. Le diastasis abdominal, c'est donc tous les abdos sont de chaque côté, ils sont asymétriques. Et au milieu, là, qui passe par le nombril, vous avez la ligne blanche. Voilà. La ligne blanche, en fait, c'est la réunion de tous les fascias. Donc, chaque muscle dans le corps est entouré d'une enveloppe qu'on appelle les fascias. Et donc, tous les fascias des abdos se rejoignent au milieu pour créer la ligne blanche. Et cette ligne blanche, les abdos, les grands droits peuvent aller s'écarter avec une grossesse. Ça, c'est physiologique. Le ventre grossit, les abdos, hop, vont aller s'écarter. C'est physiologique. Avec la prise de poids, avec des exercices hyper précis, un petit peu fait trop souvent. Et du coup, il y a des normes. On a le droit d'avoir un diastasis. Donc, c'est quand c'est un petit peu écarté. C'est pas la fin du monde. Il faut juste essayer de le limiter et pouvoir retrouver une compétence abdominale avec ça, en fait. Donc, apprendre à gérer ses abdominaux. Donc, n'ayez pas peur si vous avez un trou au milieu du ventre. Si c'est quelque chose qui vous pose problème, il faut aller consulter. Ça se fait opérer. Moi, je me suis fait opérer. J'avais une hernie ombilicale et je l'ai. Alors voilà, la phase après, c'est la hernie. Donc, quand la ligne est trop écartée, quand il y a un endroit qui est toujours en pression, il y a un trou qui se crée et du coup, il y a des organes contenus dans l'abdomen qui vont aller pouvoir passer par ce trou. Donc, ça ne va pas sortir de la peau, mais ça peut des fois rester coincé et être douloureux. Donc, à certains moments, il vaut mieux se faire opérer. Il y a un moment où on ne peut pas… quand il y a un trou, de toute façon, on ne pourra pas le refermer. Après, on peut le gérer en fonction de sa taille, mais s'il est trop important, il faut aller se faire opérer. Tout à fait. Donc ça, important à parler. Donc voilà, quand ces abdos-là sont compétents, c'est-à-dire qu'ils se contractent dans le bon ordre et tous ensemble, ils vont aller éviter de mettre trop de pression sur le périnée. Et il y a un autre muscle qui est important pour éviter de mettre trop de pression en bas, c'est le diaphragme. Donc, diaphragme qui est sous les côtes. Donc, pareil, c'est une coupole. Il a une forme de parapluie, moi, je dis à mes patients. Et quand vous allez respirer, quand vous allez prendre de l'air, le milieu du parapluie va descendre. Et quand vous allez souffler, le parapluie va remonter, va aller s'ouvrir. Et si vous avez des contractures à ce muscle-là, si vous avez des tensions au niveau de la cage thoracique, donc qui n'est pas très mobile, peut-être que votre diaphragme est un petit peu trop bas et qui ne remonte pas assez. Donc, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il est trop en contraction. Donc, les pressions vont être beaucoup plus vers le bas. Il est un petit peu trop bas, donc tout va être un petit peu trop bas et tout va être un petit peu trop poussé vers le bas. Donc, la rééducation périnéale, ça passe aussi par la rééducation abdominale et la rééducation respiratoire. C'est indissociable. On ne peut pas faire de périnée sans travailler les abdos, sans travailler le diaphragme. Ça, tu comprends quand même comment, moi, quand j'ai fait mes premières rééducations périnéales en 99 après ma deuxième fille, enfin mon deuxième enfant, quand je me suis retrouvée avec une sonde, c'est-à-dire une espèce de pénis argenté, un clou grand comme ça, on me l'a branché comme ça et puis on m'a laissé dans une pièce. Moi, j'ai connu ça. Ouais. Là, c'est-à-dire que pour moi, là, c'est-à-dire que tu es en train d'ouvrir, si tu veux, la rééducation périnéale vers de la conscience globale du corps. Et à la base, enfin, moi, j'ai pas vécu ça.
Je l'ai découvert après. Et d'ailleurs, j'ai été anti à un moment donné, anti-sonde, parce que pour moi, dans mon cerveau, la sonde, j'avais gardé à l'esprit, si tu veux, tu as les jambes écartées, tu as un tube dans le vagin, dans ton tube à essai, hein, et puis finalement, tu te laisses aller, tu te laisses faire, hein, encore une énergie d'abus, hein. Ouais, tout à Encore fait. tu te laisses faire, mais finalement, tu poses ton cerveau, tu lis ton journal ou tu es sur ton téléphone portable, mais en fait, finalement, tu n'es pas actrice, t'es pas réceptrice de ce qui se passe, tu vois. Tout à fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec toi, c'est la globalité dans laquelle tu amènes la conscience du périnée. Mais c'est essentiel. Je pense que de toute façon, ce que tu racontes, ça s'est fait et ça se fait encore, hein, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés. Après, quand on est spécialisé dans cette rééducation-là, je parle vraiment spécialisé, hein, pas quand juste on a fait une petite formation pour commencer, voilà. Vraiment spécialisé, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Quand on connaît tout mécaniquement comment ça se passe, physiologiquement, on peut pas juste faire ça, c'est pas possible. Il y a trop de trucs à travailler. Et après, il y a tout le corps qui travaille. La dernière fois qu'on s'est vu, tout ce que je te fais travailler, c'est Oui, tout le j'étais en corps qui train d'y participe. penser. C'est l'équilibre, c'est tout entre en compte en fait. Le périnée, à n'importe quel moment, périnée, abdos, diaphragme, tous vos muscles sont tout le temps en fait en fonctionnement, plus ou moins fort en fonction de ce qu'on fait, mais tout est important. Vraiment, dans l'abdomen, c'est voilà, c'est le centre du corps. On dit le ventre, c'est le deuxième cerveau. Enfin, il se passe beaucoup de choses là-dedans. Au niveau énergétique, bon, moi, je n'y connais pas trop, mais je sais qu'il y a pas mal de choses au niveau du ventre aussi. Il y a beaucoup, maintenant, on développe beaucoup de thérapies viscérales avec les ostéos, tout ça, mais je pense que c'est essentiel parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui se passent ici. Donc, on ne peut pas juste réduire de la rééducation périnale à du périnée, c'est sûr, et encore moins à juste mettre une sonde et laisser la patiente subir, être passive de sa rééducation, c'est impossible. C'est impossible. Je lutte contre ça, mais il y en a beaucoup encore qui font ça, hein, c'est déprimant. Mais bon, au fur et à mesure, ça va Ça s'améliorer. s'ouvre et C'est ça. on crée des ponts entre C'est pour les... ça qu'on informe pour que les gens se rendent compte que, ah bah non, si je vais faire ma rééducation et qu'on met une sonde et puis qu'on me laisse toute seule, bah non, c'est pas, faut vite que j'aille ailleurs, quoi. Parce que On a c'est le pas choix ça. de choisir, en fait. On a le choix de choisir notre praticien et puis d'écouter notre intuition. Si c'est pour encore avoir les cuisses écartées et subir, il y a un moment donné, c'est-à-dire que ce schéma de l'abus, ben, on peut aussi dire stop, quoi. Mm. Et de nous inclure, on a le droit de s'inclure dans notre corps, quoi, dans On la a le conscience. devoir de s'inclure dans notre corps. Ben oui, Parce que le droit, on ne nous le laisse pas un peu plus maintenant, mais c'est pas encore ça, mais on a le devoir de se battre pour nous-mêmes, quoi, déjà. C'est super important. Donc, il y a, voilà, il y a toute cette globalité à prendre en compte. Et au niveau des pressions, quand on a une descente d'organes, donc de la vessie, de l'utérus, du rectum, ou les trois, ou deux sur les trois, enfin voilà, il y a aussi d'autres prolapsus, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a des petites choses qui existent. On croit que on fait la rééducation. Si ça ne marche pas, alors pareil, ça dépend de la rééducation qu'on a fait, on se fait opérer. Et bien en fait, il y a ce qu'on appelle des PCR qui sont très peu oui. utilisés en France. Dans les autres pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus courant que chez nous. Donc en fait, c'est des petits objets en silicone qui ont différentes formes. Alors, C'est comme les œufs d'Ioni, en fait. C'est la mode des œufs d'Ioni. ouais, mais c'est pas le même principe. Mais alors, est-ce que j'ai une image où on les voit pas trop mal? Là, on les voit tous. Donc, il y a différentes formes, il y a différentes tailles. Qu'est-ce qu'on voit là? Dis-moi. Attends. Ouais, ça fait un peu comme les diaphragmes, tu sais. Alors, il y a beaucoup de ronds de donuts. Il est où mon cube là? Ouais, on ne le voit pas bien. Donc, il y a différentes formes. C'est des formes de donuts, ça a des formes. Des fois, il y a des ronds, il y a un cube qu'on utilise donc beaucoup nous, en plus les kinés. Il y a des espèces de boutons, il y a pas mal de formes différentes. Il est où mon cube là? Je ne vais pas réussir à te le trouver. Si là, on le voit un peu mieux peut-être. Hop. Là. Ouais. Moi, Donc j'ai ça, découvert ça avec toi. Je savais même pas que ça existait, moi. Donc ça, en fait, c'est des objets qu'on met dans le vagin. Donc, il y a deux techniques. Il y a soit donc la forme cubique là, que je vous ai montrée.
Donc Ouais. ça, on le met le matin, on le retire le soir. Et il y a les autres qu'on appelle des PCR à demeure qui sont installés par les gynécologues ou par les sages-femmes, qui se gardent 3 semaines, peut-être un peu plus, je ne sais pas trop pour cela, et qu'on place dans le vagin et qui vont aller soutenir, en fait, donc en fonction de quel organe descend, en fonction de votre anatomie, en fonction de comment vous supportez le Ah truc. ouais, donc ça n'a pas la même fonction de l'œuf de Yoni alors, hein. Non, voilà, c'est ce que je te disais. D'accord, C'est pour ok. aller soutenir l'organe qui descend un petit peu et pour éviter de ressentir cette pesanteur pelvienne Pour qui, les des fois, prolapsus, tu sais, quand tu as le col qui commence un peu à se rapprocher de l'entrée du vagin, ouais, est-ce que tu peux proposer ça? oui, tout à fait. Mais Donc, alors, du coup, moi, la question, parce que moi, j'ai toujours la question de conscience, est-ce qu'on apprend quand même avec le PCR à avoir conscience de ce qui se passe? tu veux dire quoi? Au niveau périnéal? Au Ben, niveau... au niveau du col de l'utérus, parce que souvent, les femmes, tu vois, moi, j'en reçois quand même beaucoup, et en fait, elles ne sont pas conscientes qu'elles ont un prolapsus, quoi. Alors, nous, celle Moi, qu'on va quand, voir, quand je c'est... rentre en contact avec elles, tu vois, je sens que, voilà, que ça va pas. Mais en fait, elles se sont jamais rendues compte. Ou alors, si, elles vont avoir quelques petites fuites, comme on a dit, des petites fuites urinaires, mais c'est normal. Alors, nous, celles qu'on va voir, c'est celles qui ont conscience qu'elles ont une descente d'organes parce qu'elles ont une incontinence à cause de ça. Par exemple, la vessie, si, quand elle descend, des fois, bah, comme mécaniquement, elle est plus bien placée, peut y avoir des fuites urinaires, peut y avoir aussi de l'urine qui stagne et qu'on a du mal à évacuer parce que ça fait un coude avec l'urètre. En fonction de comment ça tombe en fait. Et en fonction de pourquoi ça tombe différemment chez différentes femmes, ça dépend comment vous gérez vos pressions. Il y a des femmes qui vont avoir des pressions beaucoup plus en arrière, qui vont faire du coup des descentes de rectum. Il y a des femmes qui auront plus de pression en avant, ça va être la vessie, plus de pression au milieu, ça va être l'utérus en gros, quoi, pour faire simple. Et celles qu'on va voir, nous, c'est celles qui sont gênées soit par une incontinence, soit par une pesanteur pelvienne ou par une constipation. Et on parlera rééducation anorectale la semaine prochaine. Et donc la constipation, pareil, c'est quelque chose de mécanique. Si le rectum il s'effondre, donc la paroi s'effondre dans le vagin, il va y avoir toujours des selles qui vont aller se coincer dans cette poche et qu'on va avoir du mal à évacuer. Donc ça, c'est voilà. Et en fonction de quel prolapsus, en fonction de la taille du vagin, de plein de choses, on va pouvoir proposer des PCR. Et on peut en proposer aussi à des femmes qui, par exemple, sont des coureuses, qui courent tous les jours, qui adorent ça, ou qui font des sports qui sont un peu à haute pression. On va pouvoir leur proposer de mettre un PCR quand elles font du sport pour éviter d'aggraver une descente d'organes ou éviter d'en créer une. Donc voilà, quand Je la pense à toutes ces rééducation femmes qui sont, tu périnéale... sais, profs de fitness, dont moi j'en ai fait partie, hein, profs de fitness ou les femmes qui sont, tu sais, sur les trampolines ou comme celles qui courent. Moi j'en avais beaucoup hein, dans mes séances, tu sais, d'abdos, des femmes qui s'étaient fait mettre des bandelettes ou qui s'étaient fait mettre une grille, si tu veux, dans le périnée et ça avait tout détruit. Enfin, ça avait, enfin bref. Après je te raconte la sexualité. Après c'était Bah terminé oui, quoi comment pour c'est certaines. posé, si c'est trop serré, enfin, c'est une opération, c'est pas anodin, hein. Et donc on propose juste aux femmes, et des fois on leur propose même pas de faire la rééducation, parce qu'en fonction des stades de prolapsus, des fois, juste la prise de conscience périnéale, abdominale et la prise de conscience des pressions, savoir gérer les pressions, ça suffit pour pouvoir gérer leur prolapsus. Non, on va pas remonter les organes, on va pas les raccrocher, mais par contre on va pouvoir, oui, qu'ils descendent un petit peu moins, gérer leur descente, éviter qu'ils descendent plus. Enfin voilà, c'est tout ça en fait qu'on fait en Bah, en rééducation fait, périnéale. tu crées des neurones, en fait, tu crées en fait une conscience On crée des euh, liens. par le mouvement, comme on apprend à faire du yoga. Moi, j'ai fait de la musculation pendant des années, donc on apprend à isoler des muscles et à travailler certaines choses. Toi, tu fais la même chose, poser une conscience sur des muscles particuliers pour qu'en fait, il y ait des neurones, il y ait quelque chose qui existe entre justement cette conscience corporelle et notre cerveau, en fait. Parce que pour certaines, il n'y a même pas pour certaines, quand on leur demande, tu es bien d'accord avec moi, quand on leur demande de contracter leur périnée, mais ils ne savent pas. C'est un espace qui n'existe pas. Donc, comme il n'existe pas dans leur cerveau, enfin, cerveau, il n'y a pas de représentation, on leur demande de contracter un organe inexistant. Tout à fait. Et C'est comment un peu pouvoir compliqué. gérer quelque chose qu'on ne sent pas, c'est impossible. Ça, D'où, là, je me suis rendu compte avec toi que la sonde en électrostimulation peut être à un moment donné un soutien pour ces femmes qui n'ont aucune représentation psychique, exactement. enfin sensorielle.
L'électrostimulation, ça fait peur. Alors, on ne l'utilise pas énormément, mais en fait, ce qui marche le mieux dans la rééducation, c'est d'essayer plein de techniques. Et l'électrostimulation, moi, je m'en sers beaucoup quand les femmes n'ont pas de conscience, qu'elles n'arrivent pas à contracter, ne savent pas où c'est, malgré tous les schémas, toutes les explications que je peux leur donner, elles n'arrivent pas. Donc, la stimulation, électriquement, pour ceux qui ont déjà fait de l'électrothérapie, ça va aller faire contracter tout seul le muscle. Je leur fais essayer sur le bras avant, et puis elles voient, hop, leurs mains qui se soulèvent toutes seules. Ça va faire pareil au niveau du périnée, ça va aller resserrer, remonter. Et là, ils vont se dire, ah oui, c'est ça. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout ce que je pensais, ce que j'imaginais. Et visuellement, avec ma petite sonde, quand on met l'électrostimulation, la sonde, donc, elle va bouger toute seule, vu que les muscles vont aller soulever tout seuls. Et du coup, à l'extérieur, elles vont voir le petit bâton qui descend. Ah ouais, effectivement, ça bouge. Donc, je vois ce qui se passe avec la sonde. Je comprends par sa situation. Et puis, je sens à l'intérieur ce qu'il se passe. Et l'objectif, après, c'est qu'elles accompagnent l'électrostimulation, donc elle travaille en même temps que l'ordinateur. Et ensuite, sans électrostimulation, c'est qu'elles essaient de retrouver ce mouvement. Elles ne vont jamais le retrouver enfin jamais. Pas tout de suite, en tout cas, de le retrouver autant comme ça, avec cette amplitude de contraction. Mais c'est l'objectif pour faire prendre conscience et sentir à l'intérieur comment ça doit se passer. Donc ça, non, c'est vraiment chouette. Donc les PCR, voilà, il faut savoir que ça existe. Il y a des gynécologues, alors tout le monde ne connaît pas, hein, c'est le problème. Hein. Donc il y a des gynécologues qui les connaissent, des sages-femmes qui peuvent en poser aussi. Et puis certaines kinés qui sont formés du coup pour les PCR. Le problème, c'est juste que c'est un petit peu long parce qu'il y a plein de tailles, il y a plein de formats différents. Il faut trouver le truc qui convient. Et des fois, on est obligé de faire plusieurs essais, donc ça peut durer un petit moment. Mais voilà, si on peut éviter une opération parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on ne peut pas, parce que, enfin voilà, ça peut être quand même un petit peu sympa. Donc voilà, ça c'était le truc PCR pour faire découvrir parce que je pense que c'est important. Juste vite fait, du coup, constipation, parce qu'on en a parlé un petit peu par rapport au prolapsus rectal. La constipation, c'est quand même un problème très important dans notre société. On a des toilettes, ce qu'on appelle, nous, les spécialistes du périnée, le faux confort occidental. Donc, on est assis sur les toilettes, c'est super confortable, mais par contre, mécaniquement, ça n'a aucune logique pour évacuer. Comme d'être allongé sur une table et pattes écartées pour accoucher. Ça n'a aucune logique mécanique. Donc, au niveau du rectum, on va représenter le rectum avec mon doigt, comme ça. Et vous avez donc le muscle puborectal qui va aller venir crocheter ce rectum et en faire, hop, un angle droit. Donc, quand on est debout, c'est super, ça nous empêche mécaniquement, sans que les muscles interviennent, une première façon d'être continent. Et quand on est assis sur les toilettes, cet angle-là, il est un petit peu détendu, mais pas énormément. Il faut avoir les genoux au-dessus des hanches, donc être accroupi ou avoir, avec nos toilettes, un banc sous les pieds pour remonter les hanches. Qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? Ce muscle-là, il se détend et du coup, au lieu d'avoir un angle comme ça, on n'a pas d'angle, ça coule tout seul. Et il est très important de se rendre compte qu'en fait, aller à la selle, c'est se relâcher. On ne devrait pratiquement pas pousser. Il y a une poussée abdominale automatique, mais on ne devrait pratiquement pas pousser pour aller à la selle. Les muscles du périnée, je vous rappelle qu'ils n'ont qu'une fonction pour les sphincters, ils vont refermer. Il n'y a pas de muscle qui ouvre les sphincters. La seule façon d'ouvrir ces sphincters, c'est de se relâcher. Donc, si on commence à pousser, se relâcher, ça devient un petit peu compliqué. Donc, en général, les gens poussent sur des sphincters fermés. Donc, moi, je dis à mes patients, vous avez... quand vous vous lavez les dents, comment vous faites pour vous laver les dents? Bon, ils ne comprennent pas trop le lien, comme vous à l'instant présent, là, je pense. Et puis, ils me disent, je mets du dentifrice sur ma brosse à dents. Et je leur dis, ah bon, vous n'enlevez pas le bouchon avant? Et là, du coup, c'est la même chose que de pousser en gardant le périnée contracté. Je dis, c'est comme si vous appuyez sur le dentifrice sans que le bouchon ait été enlevé avant. Donc, il faut enlever le bouchon avant. Et être aux toilettes, c'est pouvoir se relâcher. Donc, déjà, si on est dans une position qui permet que les muscles soient relâchés, c'est mieux. Donc, être accroupi. Et puis, il faut essayer de se relâcher. Donc là, j'ai mon petit modèle de fleur qui s'ouvre pour relâcher l'anus, tout ça, et laisser le rectum se vider. Vraiment, la constipation, ça concerne énormément de personnes. Et c'est pareil, on n'a pas conscience de ce qui se passe dans notre rectum. Et les femmes qui ne sentent même pas, moi j'en ai, elles ne sentent même pas la matière fécale dans l'ampoule rectale.
Alors qu'il suffit juste finalement de toucher, enfin déjà de sentir, mais surtout, par exemple, quand tu pratiques la sodomie, c'est quand même vachement plus sympa de sentir son ampoule rectale, savoir si, tu vois, Elle est vide ou si pas? la voie est libre ou pas. Enfin, d'une façon, tu vois, un peu plus technico-pratique, sexuelle. Mais tu rentres ton doigt dans ton vagin et tu frottes sur la partie postérieure, tu le sens. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable. Moi, je suis tombée des nues de me rendre compte que plein de femmes ne sentent pas. Moi, j'ai énormément de femmes qui, quand je fais mon toucher vaginal, on essaie dans le rectum, je leur dis toujours. Je leur dis là, vous voyez par exemple, votre rectum, il y a des selles dedans. Vous n'en avez pas conscience parce qu'en fait, socialement, on a l'habitude de se retenir. Encore plus les femmes, parce que les femmes, elles pètent pas, elles font pas caca, elles rôtent pas. Tout ça, c'est sale, donc on Et n'a puis pas le elles ont droit. toujours les jambes serrées, hein. Oui, c'est ça. Tout est toujours fermé, sauf quand on nous force à écarter les jambes. C'est très paradoxal, évidemment, Pour comme d'habitude. accoucher ou pour faire l'amour, hein. Voilà. Exactement. Donc, du coup, je leur dis que là, vous avez des selles dans le rectum, mais votre rectum, bah, vous lui avez appris à plus vous prévenir, en fait. C'est-à-dire qu'à force de se retenir, le rectum, vous savez, des fois, on a envie d'aller aux toilettes, on ne peut pas, on est en réunion, on va aller se retenir et on se dit, ah, c'est bon, l'envie, elle passe. Les selles, elles ne sont pas remontées dans l'intestin, hein. C'est juste votre rectum qui s'est un petit peu dilaté pour éviter d'être au contact de ces selles sur toutes les parois et donc de toujours informer avec une alerte votre cerveau. Et donc, du coup, à force de faire ça, eh ben, le rectum, il reste dilaté de plus en plus et des fois, on peut arriver à des méga rectums et on ne peut plus savoir ce qui se passe, on n'a plus de sensibilité. Donc, on essaie de recréer cette sensibilité et donc c'est en partie ce qu'on fait en rééducation endorectale et je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Mais il faut effectivement, c'est un travail sur soi-même. Moi, je dis aux patientes, quand vous allez aux toilettes, à chaque fois que vous faites caca, concentrez-vous sur ce que vous sentez, sur ce qui se passe. Alors là, je fais ça. Alors, est-ce que je me relâche ou est-ce que je pousse? Est-ce qu'elles sont incapables de dire si elles poussent, si elles relâchent leur périnée, si il est contracté, si ça se fait tout seul, si c'est elles qui forcent. Donc, ça prend énormément de temps en termes de vraiment de plusieurs mois pour aller se rendre compte et prendre conscience à chaque fois. Il faut être à l'écoute de son corps. Et les gens ont vraiment du mal à faire ça. Donc, ils le font au Moi, je départ de quand on respire en parle. personnellement, techniquement, moi, je me mets à respirer longuement et profondément, à faire des longues, profondes respirations pour détendre, en fait, pour être dans un état de détente et non pas de crispation, quoi. Et ça, Moi, ce que tu je dis, viens de ce monde-là où fallait que je pousse et que je force. Et je peux même oh, me surprendre encore quand je suis pressée à vouloir accélérer le mouvement. voilà, quand on est pressé et on est dans un monde où on n'a pas le temps. Mais juste simplement, donc moi, les femmes, quand je fais un toucher vaginal en séance et qu'elles ont des selles dans le rectum, je leur dis, vous allez rentrer chez vous et vous allez vous allonger. Je vous dis que vous avez des selles dans le rectum, donc elles sont là. Vous allez juste essayer d'aller les sentir. Et en fait, si on se pose et on écoute, au bout de 5-10 minutes, votre rectum, il va vous informer qu'il y a quelque chose. Mais si on est en contraction et on n'est pas à l'écoute de son corps, hop, ça va rester comme ça. Le corps est bien fait, entre guillemets, dans ce sens-là. Donc oui, effectivement, se poser et être à l'écoute et respirer, c'est hyper important. Avant de se poser sur les toilettes, je dis, je ne veux pas que vous rentriez, vous alliez sur les toilettes et vous poussez. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des selles. Je veux que vous ressentiez. Parce que quand on ressent les selles, il y a une contraction, il y a une C'est contraction orgasmique, hein. automatique Moi, je trouve que abdominale c'est et du très rectum pour orgasmique, aller hein. évacuer. Quand tu es en conscience de ce qui te sort, moi, je suis très en conscience, en tout cas dans mon corps, et je trouve que c'est très orgasmique de laisser cette matière fécale s'écouler librement. Enfin, voilà, je trouve que c'est libératoire. Mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on peut dire, voilà, quand on est constipé ou quoi, bah non, en fait, on est ballonné, on a mal au ventre, on se sent lourd, ça pèse dans le plancher pelvien. Et ben, s'il y a toujours quelque chose qui est dans votre rectum, qu'est-ce que ça fait? Ben, votre périnée, il est toujours en contraction pour essayer de retenir ce qu'il y a. Il y a un poids en plus, en fait. Donc, du coup, ça va le fatiguer aussi. Enfin, il faut voir ça de ce côté-là. Donc voilà, la constipation, c'est voilà, qu'on appelle constipation terminale, c'est quand il y a des selles dans le rectum et que bah, en fait on ne les sent plus parce qu'on a pris l'habitude de chanter cette information. Donc il faut essayer voilà, de se remettre à l'écoute de son corps. Évidemment, ça paraît simple quand on dit ça comme ça ne l'est pas du tout. Mais voilà, il faut être en conscience de tout son corps et se concentrer sur cette partie-là. Et je vous assure qu'au fur et à mesure du temps, on sent de plus en plus ce qui se passe et on arrive du coup de plus en plus à pouvoir gérer ces problèmes-là. Voilà pour. Bon, écoute, petite Marie, on est bien la conférence. On est bien. Bah ouais, on est pas mal, moi je La semaine pense aussi. prochaine.
Ouais, la semaine prochaine, on parlera un petit peu sexo, un petit peu douleur, on parlera un petit peu rééducation anorectale pour voir la suite de la constipation et puis on fera questions-réponses. Si vous avez Yes. des questions, vous pouvez les poser même là et on les notera et on en parlera la semaine prochaine. Ça te va? Yes. Moi, Ok, ça me va. super. Moi, j'apprends toujours plein de choses, donc je suis heureuse. Voilà, je me sens élève, instruite, et j'adore cette posture, cette sensation d'apprendre plein de trucs. Voilà, moi j'aime bien ma posture de transmettre, alors c'est chouette. Ok, bisous Marie, Allez, à tout bientôt. N'oubliez pas, si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous sentez que ça peut être de contribution à votre entourage, ben, likez, partagez. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec Marie pour plus de précision. Voilà, voilà. Bon, après, elle ne se déplace pas à domicile, mais bon, tu peux peut-être faire des trucs à distance, j'en sais rien. Après, c'est ton histoire. c'est ça. Voilà, voilà. Bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous. On vous dit à la semaine prochaine pour le 3e volet de C'est pas cool quand ça coule. À la semaine prochaine. Ciao. Aïe.